9h30 sur BFM TV, jusqu'où ira la colère des policiers? Évidemment, le monde politique en parle. Le Conseil des ministres se tient un peu plus tôt qu'habituellement cette semaine. Il est terminé, ça y est. Olivier Véran pourrait en parler dans la matinée. Le président de la République, lui, est en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Avec nous en plateau, Mathieu Slama, qui est essayiste et analyste politique. On va évoquer évidemment avec vous cette fronde des policiers. Également avec nous, Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci à vous deux d'être avec nous ce matin. On entendait Anthony Lebos qui expliquait que pour l'instant, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est confronté quand même à une crise assez sévère de la police nationale, et qui, on sait, s'exprime assez volontiers habituellement, n'a toujours pas officiellement pris la parole. Quel est votre regard sur tout ça? Je pense que... surpris? Non, je ne suis pas surpris, puisque le directeur général de la police nationale a parlé, a pris une position, et que je ne doute pas que le directeur général, avant toute prise de parole, a eu validation de son ministre. Donc je pense que Gérald Darmanin, pour le moment, est sur un déplacement à l'outre-mer. Il est ministre également de l'outre-mer. Je pense qu'il devrait, dans tout état de cause, prendre la parole à un moment ou à un autre par rapport à ce que nous vivons actuellement, puisque le mouvement prend de l'ampleur sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'il y a un moment où, effectivement, le ministre de l'Intérieur va devoir s'exprimer au-delà des propos du directeur général de la police nationale. Vous dites que le mouvement prend de l'ampleur. Il a débuté dans les Bouches-du-Rhône. À Nice aussi, un commissariat est fermé. Il prend de l'ampleur nationalement. Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors, les chiffres, on les a pas, mais par contre, on sait quels sont les services qui se mettent en ce qu'on appelle code 562, c'est-à-dire un service minimum, c'est-à-dire des interventions uniquement sur de l'urgence. Ça prend à Montpellier, ça prend un petit peu dans le Grand Est, dans le nord de la France, mais ça prend aussi surtout sur la plaque parisienne. Donc ces policiers se mettent en arrêt maladie ? Non, ils se mettent majoritairement en service minimum. D'ailleurs, les collègues qui ont d'initiative... C'est quoi la règle? On décrète automatiquement qu'on est en service minimum? Oui, ça pose pas de difficulté de faire, entre guillemets, la grève du zèle. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire la grève tout court. Ça, nous n'avons pas le droit de faire grève, mais on peut faire la grève du zèle. On peut se mettre en code 562 en attente. Et puis, vous avez, après, les collègues, pour un certain nombre, qui se sont mis en arrêt maladie. Alors, j'aimerais quand même apporter une précision. Collègues, ils ne décrètent pas qu'il va être en arrêt maladie. Ce sont des médecins qui signent des arrêts maladie. Ouais, des arrêts de complaisance, quand même. Ça, il faudrait peut-être demander à un syndicat de médecins ce qu'ils en pensent. En tous les cas, je ne pense pas que... Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je ne dis pas... Ah non, alors là, je ne vous permets pas de dire que les policiers trichent. Je pense qu'on est dans un contexte de société particulièrement tendu actuellement. Les collègues, ils en ont ras-le-bol. Ils sont lassés, fatigués, stressés, avec tout ce qu'ils ont subi. On entend que le métier est difficile, mais oui, mais vous êtes aussi là en tant que syndicat pour exprimer cette colère. Ce qui se passe à Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que les collègues n'en peuvent plus qu'ils sont vilipendés à longueur de journée pour faire un job qu'on leur demande de faire, de mettre un terme aux troubles à l'ordre public. Et quand il y a un policier qui est mis en cause, et qui, je rappelle, est toujours présumé innocent, il n'y a pas de présomption de culpabilité quand même pour les policiers. Or, c'est ce qu'on fait. Et donc, quand il y a un collègue qui est en difficulté comme cela, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière pour apporter son aide. Et moi, je suis désolé, tant que les faits ne sont pas avérés... L'exécutif va apporter son soutien, là. Ouais, le directeur général de la police nationale. Oui, mais ça, on le salue. Mais il a fallu quand même attendre 48 heures avant que les autorités ne prennent une position. Parce qu'ils sentent que c'est en train de monter en puissance. Alors, la question n'est pas la culpabilité ou non, parce que le procès n'a pas encore eu lieu. Le débat et la question est sur cette détention provisoire dans l'attente du procès. Les déclarations de Frédéric Vaux, dans l'attente d'un éventuel procès, la place d'un policier n'est pas en prison. Il est là le débat. Évidemment, il est présumé toujours innocent. Doit-il aller en prison dans l'attente de son procès? Il faut comprendre une chose, c'est que les policiers qui contestent aujourd'hui ne remettent pas en cause l'enquête, ne remettent pas en cause potentiellement ce qui s'est passé. Ce qu'ils disent, c'est pourquoi un policier se retrouve aujourd'hui en détention provisoire alors que les 7 critères qui sont définis par l'article 144 du Code de procédure pénale, nous considérons qu'ils ne rentrent dans aucun de ces critères. Moi, je vous les ai apportés, on peut en parler. Je suis désolé, moi, chaque critère, je les démonte par rapport à un policier. Le policier, c'est un fonctionnaire d'État. C'est pas un vulgaire criminel ou un vulgaire délinquant. Vous avez le droit de critiquer une décision de justice, mais est-ce qu'il ne faut pas la respecter aussi? Alors, on peut la respecter dans la mesure où elle nous est expliquée. Prenons l'affaire de Nanterre. Qu'est-ce qu'a fait le parquet? Le parquet, il a fait une conférence de presse. Il a dit quels étaient les éléments et pour quelles raisons
on mettait le fonctionnaire de police en détention provisoire. Il a fait une demande de remise. On va expliquer. Il a fait une demande de remise en liberté qui a été ensuite refusée pour risque de trouble à l'ordre public et les émeutes ne repartent les faits libérés. Le juge des détentions et de la liberté, il a donné des explications. Je rappelle quand même que le collègue de Nanterre, qui est actuellement incarcéré, n'a toujours pas le droit de voir sa famille au parloir, contrairement aux criminels, aux délinquants. Là, sur Marseille, et il est où le parquet? La prise de parole du parquet de Marseille, il est où? Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a motivé la mise en détention provisoire, si ce n'est de dire qu'il existe des indices graves et concordants. Mais ça veut tout dire et ça veut rien dire. Hein. Mathieu Slama, sur le fond, on a déjà vécu une situation aussi pareille. On entend la colère de ce syndicaliste qui est sincère, oui, bien sûr. Et qui est aussi, qui imprègne tout le corps de la police nationale aujourd'hui. Et moi, je pense que ce que vous dites est important. Il faut entendre le ras-le-bol des policiers et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les policiers font un métier difficile, que ce métier a été encore plus difficile ces derniers mois avec le contexte qu'on connaît, là, les grandes tensions qu'a connues la société française, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est évident que là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. On vous écoute, Mathieu Slama. Le porte-parole Olivier Véran est interrogé sur la fronde des policiers. Tout ce que nous devons à nos forces de police. Nos forces de police ont été mobilisées dans l'urgence. Beaucoup ont renoncé à leurs vacances, beaucoup ont renoncé à des phases de repos qu'ils avaient prévu de passer en famille. Beaucoup ont déjà été éprouvés au cours de l'année par les mouvements sociaux dans les villes françaises. Et malgré cela, les forces de police ont été au rendez-vous. Elles ont fait face aux émeutes. Je rappelle quand même que 45 000 forces de police et de sécurité intérieure étaient mobilisées chaque nuit dans le pays pour faire face dans des conditions inédites à des scènes de violence, pour protéger la population et protéger les bâtiments publics. Nous leur devons cette mobilisation exemplaire qui s'est faite dans des conditions, je le redis, extraordinaires, à la fois par les conditions affrontées, par les forces de police, mais aussi par le fait qu'elles ont pu sécuriser, y compris d'ailleurs la santé et la sécurité, le bien-être, enfin pas le bien-être, mais sécuriser, y compris les émeutiers eux-mêmes, puisqu'on déplore très peu de blessés. À l'issue de cela, je pense que chacun a besoin de pouvoir être sûr que l'État est aux côtés des forces de sécurité intérieure, comme les forces de sécurité intérieure sont aux côtés des Français à chaque fois que nous en avons besoin. Est-ce que vous craignez, est-ce que le président de la République, est-ce qu'il a évoqué en Conseil des ministres, ce mouvement qui est en train de s'étendre dans de nombreux commissariats, dans de nombreuses villes françaises, sur une grogne des policiers qui se traduit notamment par un nombre d'arrêts maladie, par la procédure d'urgence 560, qui est une sorte de service minimum des policiers. Est-ce que c'est une inquiétude que il a aujourd'hui au gouvernement? Alors, ça n'a pas été abordé au cours de ce Conseil des ministres. Néanmoins, vous savez, la mobilisation du gouvernement et des forces de l'État aux côtés des policiers, puisque le préfet de préfecture de Paris a eu l'occasion de s'exprimer, le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le président de la République a eu des mots forts à destination des forces de sécurité intérieure, ainsi que la première ministre. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes en lien permanent avec les représentants des forces de sécurité pour les assurer de notre soutien, de notre mobilisation. Tout en disant que la justice... C'est tout à fait normal. Mais il y a une indépendance de la justice dans notre pays. Il ne revient pas à un ministre de la République de commenter des décisions de justice. Fort heureusement, dans cette situation, comme dans l'ensemble des situations d'ailleurs, vous le savez, c'est la règle. Bonjour Thomas Bonnet de CNews. Vous dites que le gouvernement est en lien avec les autorités, notamment de la police. Est-ce que cela veut dire que l'interview du directeur général de la police nationale a été validée d'une quelconque façon par un membre du gouvernement? Et si oui, par qui? Le directeur général de la police nationale est dans son rôle lorsqu'il décide de répondre aux questions des journalistes. Chacun dans son rôle. Vous avez vu que les représentants politiques de la nation ont eu à s'exprimer avec des mots clairs, et pas n'importe lesquels, le président de la République et la première ministre elle-même. Pas d'autres commentaires. C'est que la question de savoir si ces propos ont été effectivement validés, relus, etc., ça pose en effet une question au sein du gouvernement. Est-ce qu'il y a des dissensions? Est-ce qu'il y a des avis différents? Que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est donc l'autorité dont dépend le directeur de la police nationale, que Gérald Darmanin ne se soit pas exprimé, c'est
Oui, mais si les propos n'étaient pas validés, il aurait été désavoué, il l'aurait recadré, il l'aurait dit, peut-être même suspendu. C'est d'autant plus grave, et ça veut dire que le gouvernement ne prend pas la mesure de ce qui se passe et de la gravité. Comment vous analysez la prudence quand même du gouvernement? Vous pensez qu'il craint qu'il y ait une rupture entre la police et l'autorité qui la gouverne d'une certaine manière? Déjà dire que la police n'est pas contre la justice, ça, je faut arrêter. On a une chaîne pénale, on travaille ensemble. La justice sans la police sans la justice, c'est pas possible. Ce que l'on dit, c'est que, je vais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, sur le gouvernement tout d'abord. Le gouvernement, il fait un juste équilibre. On a reproché à l'exécutif de s'immiscer un peu trop dans la justice il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, ils font l'équilibre entre respecter l'indépendance de la justice et remercier et reconnaître l'effort consenti par les policiers depuis des mois, des années, d'autant qu'ils vont être surmobilisés avec la Coupe du Monde du rugby et les Jeux Olympiques qui arrivent. Excusez-moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, le régime d'exception. Mais les policiers en sont victimes aujourd'hui. La détention provisoire est une mesure d'exception. C'est pas moi qui le dis, c'est les textes. Sauf pour les policiers. C'est-à-dire que de manière systématique, aujourd'hui, on met un policier en détention provisoire. C'est pas systématique quand même. Depuis quelque temps, on les met systématiquement en détention provisoire. Des citoyens qui ne sont pas policiers sont aussi régulièrement mis en détention provisoire. Excusez-moi, mais quand on a une affaire le 14 juillet, il y a pas d'exception, où un individu porte des coups de marteau sur un enfant de 12 ans, qu'il est laissé libre, quand vous avez le 27 mai, un individu qui blesse grièvement un policier à La Rochelle pour un refus d'obtempérer, qui est laissé libre, quand vous avez le 22 juillet, un auteur de viol dans l'Hérault qui est remis en liberté parce qu'il y a un vice de forme d'un juge. Est-ce que le juge va être sanctionné pour la faute qu'il a commise? Je ne le crois pas. Et aujourd'hui, on a un fonctionnaire d'État. On parle d'un fonctionnaire d'État pour lequel l'État employeur peut présenter toutes les garanties de représentation et d'éviter qu'il y ait un trouble à l'ordre public, que le fonctionnaire de police puisse être en contact avec d'autres de ses collègues dans le cadre de l'affaire, etc. Enfin, on n'a pas affaire à un vulgaire criminel. Vous avez raison, mais à vous écouter, à vous écouter, on a l'impression que les accusations qui sont portées contre ce policier, contre ce groupe de policiers d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que lui, elles sont quand même graves. Alors, encore une fois, c'est pas remettre en question la présomption d'innocence, c'est simplement dire qu'il est normal que face à des accusations pareilles, la justice fasse son travail. Vous ne pouvez pas considérer... Elle fait son travail. Oui, mais vous savez, quand on met un fonctionnaire en détention provisoire... Mais à vous écouter, presque vous relativisez les faits. C'est ça que je veux dire. Les accusations. Ni vous, ni moi, ni vous, journalistes, ne savez ce qui s'est exactement passé. Mais le juge qui a pris cette décision de la détention a vu les vidéos et lui, il sait ce qui s'est passé. Et il a pris cette décision sur cette vidéo. Le parquet prenne la parole en expliquant les raisons pour lesquelles ils ont mis ce fonctionnaire en détention provisoire. Si le parquet prenait la parole et expliquait qu'effectivement les faits sont très graves... Ça répondrait à une attente des fonctionnaires de police qui aujourd'hui... Vous pourriez comprendre que votre collègue soit placé en détention. Dans ce cas-là, vous l'accepteriez. Mais bien sûr, si on nous dit il y a tel élément factuel qui justifie une mise en détention provisoire. Est-ce que vous avez eu un mouvement de contestation, de manifestation, de maladie, de code 562 pour le policier qui a été mis en détention provisoire à Nanterre? Vous avez le parquet qui est intervenu, qui a fait état des éléments en sa possession, les raisons pour lesquelles on le mettait en détention provisoire. On était en pleine période d'émeute aussi. Mais peu importe, je dirais. La raison était plutôt claire. Risque de trouble à l'ordre public. Mais vous imaginez que dans le contexte actuel où nous sommes, qu'il n'y ait pas de prise de parole du parquet de Marseille et qu'on soit en pleine émeute. Mais qu'est-ce que vont faire les policiers? Puisque les policiers sont les voyous de la République, arrêtons tout en pleine émeute. Et puis on verra ce que devient la France, puisqu'on a certains élus justement qui vilipendent à longueur de journée les policiers qui aujourd'hui contestent. C'est une minorité d'élus, hein. Fort heureusement. Mais minorité malgré tout. Mais encore heureux, parce que ce sont ces mêmes élus qui ne respectent pas des décisions de justice quand il y a des manifestations interdites et qui y participent. Alors excusez-moi du peu, mais ces gens-là, même minoritaires, envoie un message négatif de haine vis-à-vis de la police. Et quand on a ce genre d'affaires d'un policier qui est mis en cause, quand on a les politiques qui prennent la parole pour vilipender l'action de la police, mais on a une partie de la population qui disent « Ah mais ces élus-là, ils interviennent, donc ils ont raison ».